Bonjour à toutes et à tous, vous êtes prêts à vous évader? Alors invitation voyage, c'est parti. Notre première étape aujourd'hui, ce sera Bologne, en compagnie de l'écrivaine Silvia Avallone. Bologne et ses fameuses arcades lui ont donné des ailes. Cette ville rouge, c'est pour elle le lieu de tous les possibles, un tremplin pour une jeunesse avide d'accéder à une vie meilleure. On verra ça dans l'inspiration. C'est un spectacle d'une beauté hypnotisante qui se reproduit ici depuis des années et auquel nous assisterons dans quelques instants. Nous serons au Creusot, le cœur brûlant de la Bourgogne, une région qui a longtemps vécu au rythme de l'acier. Dans le sud de l'Angleterre, dans le village de Tolpuddle, c'est l'histoire de 6 ouvriers agricoles, ceux-là qu'on vous racontera. 6 paysans dont la déportation a provoqué une mobilisation inattendue à travers l'Angleterre. Enfin, dans la jungle de Bornéo, on a prévu un déjeuner avec vous. L'avantage, c'est qu'on trouve tous les ingrédients sur place. Fruits du jacquier, fleurs de gingembre, c'est sans doute le feu de camp le plus gourmet du monde que vous expérimenterez dans Papille. Ça parle foot aujourd'hui dans la devinette, et d'un match historique. Sur l'île grecque de Chios, ce match oppose le club local à la meilleure formation d'Izmir en Turquie. Nous sommes en 1930, 8 ans après ce qu'on a appelé la Grande Catastrophe, et l'un des plus grands échanges de population de l'histoire vient de se produire. La rencontre amicale n'a donc rien d'anecdotique. Pourtant, ce n'est pas seulement parce qu'elle symbolise le rapprochement entre les deux peuples qu'elle marque les esprits. Qu'a-t-elle de si particulier, à votre avis? Vous avez 45 minutes à patienter, la durée d'une mi-temps donc, avant d'avoir la réponse. D'ici là, on rejoint l'écrivaine Silvia Avallone à Bologne, une ville capitale pour elle, la matrice de son inspiration. Révéler une ville dans toute sa complexité sociale. Un exercice de style que Silvia Avallone répète inlassablement avec Bologne. La capitale de l'Émilie-Romagne apparaît dans la moitié des récits que l'écrivaine italienne, originaire du nord du pays, a publiés jusqu'ici. Parmi eux, La vie parfaite, paru en 2018, et le seul titre est sans doute le plus poignant qui s'y déroule intégralement. De cette cité qui rayonne sur l'Europe depuis l'époque médiévale, grâce au prestige de son université, Avallone compose un portrait ambivalent. Bologne se révèle sous sa plume acérée une protagoniste à part entière, concentrée des clivages qui régissent la société italienne contemporaine. Pour moi, Bologne, c'est vraiment l'aboutissement d'une envie, d'un désir de clamer « Je ne veux pas être coupé du monde, je veux le saisir à pleine main, le conquérir ». Parce que c'est ce que j'ai moi-même ressenti ici. Pour moi qui viens d'ailleurs, c'est comme si cette ville était un port d'accueil. Le centre-ville de Bologne, déployé autour de la Piazza Maggiore, respire le savoir et la mémoire. Une aura de richesse s'y mêle à celle de l'érudition. Dans ses romans, Silvia Avallone décrit la forte impression produite par le charme de cette ville sur quelqu'un qui, comme elle, étudiante il y a 20 ans, arrive de province. Les voûtes peintes à l'entrée des palais, les ruelles médiévales, les églises qui dominent les places, tout concourt à créer une sensation de cadre salutaire. Bologne, c'est la ville de l'avenir, car c'est ici que tu arrives à l'aube de la jeunesse, avec la volonté d'étudier, de changer de vie, d'échapper à la province, aux lieux étriqués qui t'emprisonnent dans des stéréotypes. Pour moi, Bologne, c'est la ville qui libère de la peur, qui te dit que tu peux y arriver. Le centre historique de Bologne est plein d'arcades de toutes parts, ce qui donne l'impression d'être toujours accompagné, d'être enlacé. Qu'il fasse grand soleil ou qu'il pleuve, les arcades vous protègent. Elle se dirigea vers le centre-ville, se glissa sous les arcades de la Via Ugo Bassi, au milieu des passants emmitouflés qui se hâtaient, tel un caillou porté par le courant.
Et puis, il y a une autre chose que j'aime à Bologne, c'est la liberté. Personne ne te juge. Tu peux être qui tu veux. Après avoir vécu dans des petits villages où tout le monde t'épie en permanence, tu arrives dans un endroit où tu es libre d'être toi-même et ça te donne le vertige. Cet émerveillement, l'autrice le partage avec ses personnages. Pour elle, comme pour Adèle et Zéno dans La vie parfaite, deux adolescents qui habitent la banlieue, Bologne semble être le lieu de tous les possibles. Et c'est dans les bibliothèques, nombreuses dans cette ville universitaire, que les rêves se concrétisent. Pour moi, aller à la bibliothèque a toujours été synonyme de rencontre, que ce soit dans les livres ou avec les autres étudiants. C'est un lieu qui vous consolide. Ces plafonds, ces murs décorés de fresques, toutes ces étagères anciennes remplies de livres précieux, c'est inspirant, c'est fascinant. Et ça vous donne le sentiment de faire partie d'une histoire plus grande, plus belle. C'était comme une grande volière sonore et harmonieuse. Les gens y tournoyaient, la lumière éblouissait. Sur toute la longueur, des étagères pleines de livres. Adèle trouva un fauteuil et s'assit pour reprendre son souffle, comme si elle avait, finalement, abordé à un port. Faire venir mes personnages depuis les banlieues dans une bibliothèque comme celle-ci, c'est leur dire « Vous aussi, vous pouvez devenir qui vous voulez ». Lire un livre, c'est sortir de sa cage. Lorsque nous ouvrons un livre, nous commençons à vivre la vie des autres. Nous trouvons de nouveaux mots qui nous permettent de rêver différemment. C'est pourquoi les bibliothèques sont aussi des lieux résolument politiques. Dans cet accès à la culture à tout un chacun, l'écrivaine voit une brèche pour s'engouffrer dans la Bologne des beaux quartiers, celle qui semble réservée aux privilégiés. Mais au-delà des murs d'enceinte du centre historique, ce sont de modestes immeubles qui prolongent celle qu'on appelle la ville rouge. Dans ces banlieues reléguées aux marges des priorités politiques, les habitants subissent une monotonie pesante. Pour redonner vie à cette périphérie dédaignée, Avallone puise dans ses souvenirs d'enfance à Piombino, ville industrielle de l'Italie du Nord. Ainsi, dans La vie parfaite, elle imagine la cité des Lombriconi, bar HLM serpentant parmi les terrains vagues, où les jeunes ne peuvent que rêver d'ailleurs. La vie privée aux Lombriconi était un bien grand mot. Si on voulait, on connaissait les secrets les plus noirs des gens. La nuit, en tendant l'oreille, on entendait le ronron des ventilateurs, mais aussi le frottement des draps. On s'épiait en coulisses depuis les balcons et les fenêtres des mêmes étages, par la fenêtre de la salle de bain ou celle de la cuisine, sans compter la multiplicité des points de vue depuis les tours en face ou à côté, les bancs et les murets de la cour, où il y avait toujours quelqu'un pour regarder. J'aime raconter les adolescents dans ces immeubles particulièrement, car ce lieu représente leurs origines. Et en même temps, il incarne tout ce qu'ils détestent. Ce sont des lieux en marge, où il n'y a pas de bibliothèque, pas de centre culturel, où l'on considère que si vous y êtes né, vous finirez par dealer ou par voler. Les garçons et les filles d'ici se battent pour avoir une vie meilleure. Et cette volonté, cette soif, vient justement du fait que la vie parfaite est à des années-lumière d'ici. Confronter le lecteur à cet envers du décor de la vie bolognaise, c'est une manière qu'a Sylvia Avallone de le responsabiliser. Autrice révoltée, elle s'indigne des stéréotypes qui, encore de nos jours, ont la dent dure.
Les jeunes filles auxquelles cette société demande uniquement d'être belles, de se mettre en couple, de se marier, manquent justement de moyens culturels et économiques. Et elles tombent souvent enceintes bien avant leurs camarades plus aisés. Elles se retrouvent à devoir renoncer à leur carrière, leurs rêves. À moi aussi, on m'a dit, pour résumer, « Tu es jolie, sois patiente, sois arrangeante. L'important, c'est que tu aies un petit ami. » Que des femmes et des enfants. Ils sont où les hommes? À part les gâteux, ils sont où? C'est pour ça que dans La vie parfaite, je raconte aussi la solitude de ces femmes qui se retrouvent à devoir travailler à des postes humbles et sous-payés, à élever seules leurs enfants, car les pères sont absents. Pour moi, raconter la colère de ces femmes est une autre façon de demander à la société de se réveiller. Dans cet environnement populaire, l'écrivaine fait de son héros Zéno son double littéraire. Comme elle, l'adolescent observe et écrit sur sa banlieue. Sous sa plume, la Bolo Bene, la Bologne des gens bien, s'oppose à la Bolo Feccia, celle des losers en marge de la société. L'écriture lui donne le courage de partir, de se créer un avenir dans la ville étudiante. Il ne se lassait jamais d'observer, le front collé contre la vitre. Ces subtiles et invisibles frontières qui séparent la ville des gens qui comptent de celle des marginaux. Sans les livres, sans la littérature, je n'aurais pas rêvé si grand. Je n'aurais pas pris le train pour venir à Bologne. Je n'aurais pas eu l'audace de tenir tête à ceux qui me disaient « Mais qu'est-ce que tu crois, que tu vas devenir écrivaine? C'est un métier, ça ?» Dans le sud-ouest du centre-ville, une rue animée où toutes les franges de la population se rencontrent donne son nom au seul quartier multiculturel du centre, le Pratello. Il y règne une atmosphère particulière, chère à Silvia Avalone, qui a choisi d'y vivre. Pour moi, le Pratello a toujours été un quartier spécial, en partie parce que je venais y passer des soirées avec mes amis dans ma jeunesse, mais aussi parce que j'ai toujours été attirée par cet endroit un peu plus modeste, plus accueillant. On salue le barman, le vendeur de journaux, la marchande de fruits et légumes. Tout le monde se connaît, personne n'est pressé. On prend le temps de discuter. Ces moments passés ensemble sont fondamentaux pour être heureux. Mais le Pratello abrite aussi un centre de détention pour mineurs. Une prison évoquée par Silvia Avalone dans plusieurs romans, dont le dernier, Cœur noir. Emilia, le personnage principal, venu de province, pensait venir ici pour étudier. En réalité, elle est arrivée ici pour passer un long séjour en prison. Être incarcérée au moment où l'on n'est pas encore un individu achevé, où l'on a encore besoin d'être guidé par des adultes, mais aussi de faire ses propres expériences, c'est quelque chose qui m'a toujours frappée. Ça m'a toujours interpellée. Mais j'aime le fait que dans cet enfermement, il y a une ouverture du regard, une communication. Comme c'est une prison située en plein centre-ville, tu entends les rumeurs urbaines, tu n'es pas coupé du monde. Ces jeunes détenus voient les appartements des autres depuis leurs fenêtres grillagées. C'est en observant la vie des autres que tu peux sortir de la tienne et comprendre que tu n'es pas enfermé. Il y avait d'immenses fenêtres qui donnaient toutes sur des immeubles, des balcons, des logements normaux où vivaient des gens normaux. Lui, quand il était seul à la maison, il se baladait en slip, fenêtre ouverte. Il avait notre âge. Le matin, il partait pour le lycée avec son scooter et son sac à dos. Il rentrait à midi, et quand ses parents n'étaient pas là, il faisait des abdos torse nu sur le balcon. Il savait très bien qui nous étions et que nous le regardions. Si les mots de la romancière sonnent justes, c'est que ces jeunes prisonniers, elle les connaît bien pour animer régulièrement des ateliers d'écriture avec eux.
Les adolescents sont mes personnages préférés, car ils sont à un moment de leur vie où ils viennent au monde une seconde fois, en allant à l'encontre de leur famille, de leur quartier, de la société, de leur époque. En fait, ils doivent le faire. Ils doivent se rebeller pour ne pas trahir leur propre flamme. J'aime capter cette colère et défier leur méfiance, car ils ne croient pas au pouvoir des mots. Leurs vies sont tellement pleines de tracas qu'ils s'exaspèrent très vite. Qu'est-ce que tu veux dire? Que le fait de parler différemment changera ma vie? Oui, tout à fait, parce que nous sommes, avant tout, le langage que nous parlons. Bologne est une ville qui s'enorgueillit de son passé romain, mais elle ne devrait peut-être pas, car c'est à cause des Romains que le QI a baissé dans l'Europe tout entière. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. S'il avait été grossier, Obélix aurait pu dire « Ils sont cons, ces Romains !» Et il aurait eu raison. On pourrait même aller plus loin. À cause des Romains, c'est le QI moyen de tous les Européens qui a baissé sous l'Antiquité. Pas parce qu'ils passaient 2h34 par jour sur leur portablus, comme c'est le cas aujourd'hui en France, ou 2h29 en Allemagne. Non, c'est à cause d'une modernité de leur époque, le plomb. Durant l'Antiquité, on ne pète pas les plombs. On le fond. Pour extraire de l'argent, il faut fondre du galène, une espèce minérale qui contient un peu d'argent et beaucoup de plomb. 1 gramme d'argent produit libère 10 kilos de plomb sous forme de vapeur rejetée dans l'atmosphère. Au moment de la Pax Romana, en gros entre le 1er et le 2e siècle de notre ère, l'Empire romain a envoyé en l'air entre 3000 et 5000 tonnes de plomb par an, du plomb que respiraient ensuite tous les habitants de l'Empire, sans compter que les Romains adoucissaient leur vin avec de l'acétate de plomb, quelle drôle d'idée, et buvaient de l'eau qui passait par des tuyaux en plomb. Le plomb, on le respire et on le bouffe. PB. Dans le tableau périodique qui classe les éléments chimiques, si vous vous souvenez de vos cours de chimie, c'est le plus facile à retenir. L'un des plus néfastes aussi. Infertilité, anémie, perte de mémoire, maladie cardiovasculaire, cancer, problèmes d'immunité, difficultés de concentration et aussi baisse du QI. Même si la mesure reste controversée, l'intelligence n'est pas qu'une histoire de quotient intellectuel, les chercheurs ont établi que le QI des Romains avait baissé d'environ 3 points. C'est pas grand-chose, 3 points, sur un QI qui doit se situer autour de 100. Mais à l'échelle de tout un empire, ça commence à chiffrer, comme quoi il n'est pas bon d'avoir du plomb dans la tête. Après le plomb des Romains, l'acier bourguignon. On a rendez-vous à présent dans le sud de la Bourgogne, du côté du Creusot, pour un héritage qui a marqué cette région au fer rouge. On a grandi avec, nos parents ont travaillé dedans. Moi-même, j'ai un frère qui travaille ici. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai pu voir un lingot arriver, c'est vrai que c'est toujours impressionnant, quoi. Je veux dire, la chaleur qu'on reçoit, ou même, comme je dis, le volume, la grosseur des produits, c'est toujours impressionnant. Hein. En Bourgogne, dans la pénombre des usines du Creusot, les ouvriers vivent depuis près de 200 ans au rythme d'un monde de géants. Celui des fours, des marteaux, et des rouleaux qui laminent et forgent des pièces d'acier de plusieurs tonnes. Ce spectacle hypnotique raconte l'histoire de l'industrie sidérurgique, celle d'une époque où la puissance d'un pays se mesurait en tonnes d'acier. Ici, les hommes se sont livrés à un combat de titans pour transformer le métal en fusion. L'exploitation du fer en Bourgogne remonte aux premiers Celtes ayant occupé le territoire. Mais cette longue histoire prend un nouvel élan au XVIIIe siècle, quand un savant des Lumières s'intéresse de près aux richesses enfouies dans les entrailles de la terre. C'est à quelques kilomètres de sa ville natale de Montbard, dans le village dont il porte le nom, que le comte de Buffon décide à 60 ans de se lancer dans une aventure industrielle hors norme.
L'avantage en effet de ce territoire, c'est qu'il y avait des filons de minerais de fer. On les appelle même des filons à ciel ouvert. Donc ça veut dire qu'on creusait 3-4 mètres de profondeur et on tombait sur ces filons. Buffon avait déjà fait beaucoup d'expériences sur le minerai de fer et il a souhaité avoir sa propre forge pour commercialiser les découvertes qu'il avait faites en amont, mais aussi avoir son propre laboratoire pour continuer à mener des expériences. En 4 ans, une grande forge sort de terre le long de la rivière. L'homme des Lumières met en application toutes les connaissances de son époque. Pour la première fois, une unité de production réunit toutes les étapes du lavage du minerai à la fabrication des ferronneries. Le naturaliste qui partage sa vie entre Paris et la Bourgogne a tout imaginé pour marquer les esprits. C'est une toute petite façade et quand on rentre, on est surpris parce qu'on est accueilli par cet escalier avec 2 balcons et un fer à cheval. Donc la bouche du haut-fourneau se trouve derrière la maçonnerie en haut. On chargeait par cette bouche qu'on appelle le gueulard. On chargeait le minerai de fer, le charbon de bois en couches successives et tout va se mélanger dans le haut-fourneau grâce à la soufflerie hydraulique. Et donc d'en haut, ça faisait comme une langue de lave finalement. Buffon a fait une forge assez incroyable, inédite, parce que justement, il a mis en scène cette coulée. Les invités étaient surpris par cette atmosphère-là, peut-être même inquiets, ça faisait un peu penser aux enfers. Dans l'obscurité du haut-fourneau, une trentaine de forgerons travaillent dans la chaleur et le bruit assourdissant. En quelques années, la forge de Buffon devient prospère et fait vivre près de 300 familles. Afin de s'attacher une main-d'œuvre rurale et nomade, le penseur des Lumières a fait aménager l'espace tout autour de la cour centrale. Il est allé chercher les meilleurs ouvriers, les meilleurs forgerons de l'époque, et l'idée c'était de les garder. Donc tout autour de cette cour étaient organisés les logements des ouvriers, donc la trentaine de forgerons qui faisaient tourner la forge vivaient ici à l'année avec femmes et enfants. Il y avait aussi le régisseur qui gérait la forge tout au long de l'année, le maître de forge. Dans ce coin de Bourgogne resté longtemps isolé, l'aventure de la métallurgie doit attendre le début du XIXe siècle pour prendre son véritable essor. La création du canal du Centre, reliant la Saône à la Loire, désenclave le sud de la région, tandis qu'au même moment, le charbon fait basculer l'Europe dans l'industrialisation. Une nouvelle ère qui permet à une bourgade de connaître un destin extraordinaire. Au Creusot, 2 frères visionnaires venus de Lorraine achètent en 1836 une manufacture en faillite. La nouvelle entreprise d'Eugène et Adolphe Schneider profite rapidement des besoins d'une époque avide de vitesse et d'acier. C'est une entreprise qui est incontournable et qui est effectivement présente dans la vie quotidienne d'une grande partie des Français, en tous les cas de ceux qui ont à se déplacer. Les Parisiens connaissent parfaitement le plus beau pont de Paris, le pont Alexandre III, qui a été en partie conçu par les établissements Schneider. On a d'autres bâtiments, notamment la gare de Santiago, au Chili. Donc tout ça, ce sont des constructions métalliques qui ont vu le jour au Creusot et à Chalon-sur-Saône. Partout dans la vallée, du Creusot jusqu'à Chalon-sur-Saône, les ateliers se spécialisent. L'entreprise Schneider devient au XIXe siècle la plus grande usine métallurgique de France. 12 heures par jour, les corps s'usent, rivés aux machines. Les ouvriers affrontent des chaleurs extrêmes et le danger est permanent. C'était une véritable ruche. On avait des effectifs ouvriers qui, à la fin du XIXe siècle, dépassaient les 10 000 ouvriers. Parmi ces métiers de la métallurgie, vous en avez quelques-uns qui sont vraiment d'une dureté qui n'a pas été dépassée depuis. Et en particulier, vous aviez le métier de puddler. C'est un ouvrier qui va être attaché à un four et son rôle, ça va être de transformer de la fonte en fer. Et par conséquent, il va être en contact avec du métal en fusion toute la journée. On considère que l'espérance de vie d'un ouvrier puddler au Creusot dans les années 1860, c'était 36 ans. Les métallos n'ont d'autre choix que de compter sur leur courage et leur solidarité pour supporter leur labeur.
Pour garder l'avantage technique sur ses concurrents, l'entreprise s'entoure des meilleurs ingénieurs, mettant au point des machines-outils révolutionnaires qui font la gloire des maîtres de forge et de tout un pays. Ce marteau-pilon a permis à l'entreprise de conserver un avantage dans le domaine du forgeage pendant plusieurs dizaines d'années. Un objet technique de dimension gigantesque, vraiment un titan de la métallurgie, le fameux marteau-pilon 200 tonnes, qui a été construit en 1876 et présenté à l'Exposition universelle de Paris en 1878. Avec cet engin, les Schneider deviennent des marchands d'armes qui exportent obus et canons dans le monde entier. Quand la Première Guerre mondiale éclate, la puissance industrielle de la dynastie est à son apogée. L'entreprise se mobilise pour répondre à l'effort de guerre. À la tête de cet empire, les maîtres du fer vivent comme des chefs d'État. Au cœur de leur ville-usine, une ancienne cristallerie royale devient leur palais. Ils le baptisent le château de la verrerie. C'est un lieu qui est relativement secret. Le personnel, les ouvriers ne peuvent pas avoir accès à cet édifice. Ce site va accueillir des personnages importants qui figurent parmi les grands clients des établissements Schneider. Et lorsqu'il s'agit d'armement, de canons, de blindage, bien évidemment, ces clients, ce sont des chefs d'État, des rois, des princes, des présidents de la République. Pour divertir leurs hôtes, les Schneider aménagent dans l'un des anciens fours de la cristallerie un théâtre à l'italienne sur le modèle du Petit Trianon de Versailles. Le Creusot est rapidement surnommé Schneiderville. La famille crée des cités ouvrières, des centres d'apprentissage pour les garçons, des écoles ménagères pour les filles et dispense des soins dans ses hôpitaux. De la naissance à la mort, la vie des Creusotins est organisée et soumise à l'autorité des maîtres de forge. Dans l'une des anciennes maisons de la cité ouvrière Saint-Eugène, des enfants du pays font vivre cette mémoire. Et tu reconnais des anciens collègues, là? Ah oui, fais voir, là, en plus de ça. Ouais, celui-là aussi, je le connais, mais le nom, bonjour. Hein. Et quand tu regardes ces photos, t'as la nostalgie de l'usine? Non, pas de l'usine, des gens. Bon, pour moi, ça n'était pas un choix. On m'avait mis à l'école Schneider, donc j'ai suivi la chronologie jusqu'à aboutir en seconde, où on m'a dit, bon, bah, votre note n'est pas supérieure, vous allez aller au centre d'apprentissage. Et au centre d'apprentissage, à partir de la seconde, on sortait ajusteur. Moi, j'ai été Schneider pendant toute ma scolarité, mais par contre, en première, j'ai abandonné la destination qu'on me donnait d'être rentré à l'usine, d'être ingénieur. Et je me suis dirigé vers la médecine, et puis j'ai fait ma carrière dans la médecine. J'ai beaucoup déçu ma grand-mère, qui était très très déçue que je ne rentre pas à l'usine. C'est le dépôt de bilan. Ah, c'est le dépôt de bilan. Pour que vive le Creusot, une sidérurgie forte, la CGT FSM. Au tournant des années 70, l'empire d'acier autrefois si puissant se fracture. Son gigantisme ne résiste pas aux mutations du monde économique. En 1984, l'heure est au plan de licenciement et au dépôt de bilan. Au Creusot, la vie à l'usine a marqué au fer rouge le destin de chaque famille. Mon père et mon beau-père sont morts de l'amiante parce qu'on utilisait, mettons, quand il y avait les tôles pour empêcher qu'elles se refroidissent, il y avait de grandes couvertures d'amiante. Mon frère me racontait que quand il finissait son poste de travail, ils étaient blancs d'amiante. Ils prenaient les souffleurs et ils soufflaient. Donc toute une vie comme ça, on ne peut pas. Puis moi, pendant ma carrière professionnelle, j'ai toujours été franchement étonné du nombre de cancers du poumon qu'il y avait au Creusot. Quelqu'un qui avait un cancer du poumon, ben, c'était même pas une surprise pour lui, parce qu'il disait que tous ses copains d'atelier étaient morts d'un cancer du poumon. C'est vraiment impressionnant. Avide de main-d'œuvre,
l'industrie sidérurgique a dû recruter tout au long du XXe siècle des travailleurs bien loin des frontières de la Saône-et-Loire. Ils et elles sont des milliers à s'être arrachés à leur pays natal pour trouver un avenir meilleur sur cette terre de charbon et d'acier. À Monceau-les-Mines, des familles venues d'Italie dans les années 60 célèbrent aujourd'hui leurs racines calabraises. Je suis arrivée avec ma maman, puis une autre dame italienne avec ses enfants. Il n'y avait que les deux mamans puis les enfants pour le voyage. Elles étaient courageuses parce que partir comme ça avec les enfants, toutes seules. Et puis on est arrivé en janvier 60. Il y avait les glaçons qui pendaient. Il faisait très froid, on ne connaissait pas ça. Je me rappelle comme si c'était hier. Là, et celui-là. Non, ben, où c'est que j'ai travaillé, voilà, tu vois. Donc les aciéries, le métal liquide, et nous, on était prêts à les couler de l'acier. Quand je suis rentré la première fois dans cette aciérie, j'ai pris peur. Mais malgré ça, j'ai dit, bon, en visitant cette aciérie, j'entendais parler portugais, espagnol, italien, français, et ça m'a encouragé en disant, essaye. Et j'ai essayé. C'était un peu pénible, mais l'amitié était là. Le monstre d'acier du Creusot veille désormais sur ses enfants, rappelant le caractère âpre et résistant de cette terre bourguignonne. Cuisiner en pleine nature à Bornéo. Si c'est pas dépaysant ce que je vous propose maintenant. Bon, en réalité, c'est Peter qui nous propose cette expérience pour Papille. Bienvenue sur l'île de Bornéo. Je m'appelle Peter John Jaban. Aujourd'hui, je vais vous cuisiner du fruit du jacquier avec du lait de coco. Il va maintenant falloir qu'on aille en trouver. Allons-y. Là, nous avons un fruit du jacquier qui m'a l'air très bien. Vous voyez, les autres autour sont trop mûrs, mais celui-là est assez jeune. Et c'est ce qu'il nous faut pour notre recette. Parfait. Je frappe toujours comme ceci, pour écouter le bruit et savoir si le fruit est bon. Un fruit plus mûr ferait un bruit très différent de celui-ci. Ici, nous avon une fleur de gingembre. Je vais en prendre une pour notre recette. C'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. On va pouvoir y aller. C'est parti. Voilà, c'est ici que je vais cuisiner. Pour commencer, je vais aller dans la rivière m'occuper du fruit du jacquier. Quand on découpe du fruit du jacquier, une grande quantité de latex s'en échappe. D'où l'importance d'effectuer cette étape dans l'eau. On peut aussi utiliser de l'huile. Si vous n'utilisez pas d'eau, le latex va coller. Voilà, je vais pouvoir commencer à le découper. Je vais d'abord le couper en deux. On ne peut pas manger cette partie au milieu car c'est trop dur, trop sec. Je vais donc l'enlever. Je découpe en petits morceaux. Ensuite, je mets à cuire jusqu'à ce que la chair s'attendrisse.
En attendant que ça cuise, je vais découper les autres ingrédients. Avant de piler, je vais aussi ajouter des anchois. Ici, on les appelle poussouk. Il ne faut pas non plus trop écraser les ingrédients, afin d'éviter qu'ils ne perdent leur goût. J'ai appris à cuisiner avec ma mère, alors que je n'étais encore qu'un enfant. J'étais le plus grand de ma fratrie, et elle voulait que je puisse prendre soin de mes frères et sœurs. Nous, le peuple indigène de Bornéo, nous mangeons ce que l'on trouve près de nos villages, dans nos jungles. La jungle, c'est notre supermarché. Nous aimons également vivre près des rivières. On y pêche facilement du poisson. Je mets toujours les crevettes en dernier, car elles cuisent vraiment très vite. Et n'oublions pas la touche finale, notre fleur de gingembre. Salut Peter John. Comment ça va? Salut les gars. Venez, j'ai fait à manger. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu prépares de beau? Tiens, goûte-moi ça. Merci. Bon appétit. C'est très bon. Tony, tu as vraiment un appétit d'ogre. Après la jungle, on a rendez-vous dans la campagne anglaise, dans le sud de l'Angleterre, à Tolpuddle. C'est là-bas qu'a été fondé l'un des premiers syndicats agricoles du pays. Aux conséquences inattendues. Aux portes du paisible village de Tolpuddle, dans le Dorset, un sentier bordé d'arbres centenaires mène à la place du Martyrs Tree. Chaque été, un festival y attire des visiteurs du monde entier venus saluer le courage de 6 ouvriers agricoles ayant mené une bataille qui a fait date. Tom DeWitt, le conservateur du musée de Tolpuddle, nous accompagne pour ce retour dans l'Angleterre rurale du 19e siècle. Aujourd'hui, c'est un village très agréable et les gens y sont plutôt aisés. C'est une région rurale, avec une agriculture moderne et prospère. Il y a 180 ans, dans les années 1830, la situation était très différente. Il y avait de la pauvreté rurale, les récoltes étaient souvent mauvaises, et à ça s'ajoutaient les conséquences économiques des guerres entre le Royaume-Uni et la France napoléonienne. Les salaires se sont effondrés, ce qui a rendu précaire la vie dans cette région. Après plusieurs baisses successives, les ouvriers agricoles gagnent 6 shillings par semaine, c'est-à-dire à peine de quoi nourrir leur famille. Les méthodes agricoles modernes ont réduit la valeur de la main-d'œuvre. Il était plus facile de récolter grâce aux nouvelles machines, au progrès de la technologie des métaux. En 1830, les paysans ont déjà tenté de faire entendre leurs revendications en incendiant des granges, en détruisant des machines agricoles. Mais ces swing riots ont été sévèrement punis. Le mouvement est dans l'impasse. En 1834, un homme veut changer leurs conditions de vie. George Lovelace savait que l'approche agressive ne fonctionnerait pas et qu'il fallait adopter une autre approche, plus raisonnable et plus pacifique. George Lovelace est un ouvrier expérimenté à la forte personnalité. Avec 5 de ses collègues, il jette les bases d'une organisation qui va changer les rapports de force. George Lovelace a donc fondé la Friendly Society of Agricultural Labourers, l'un des premiers syndicats chargés de défendre les droits
et d'augmenter collectivement les salaires des familles. Ça a suscité la colère des propriétaires fonciers locaux et de puissants magistrats, notamment James Frampton. James Frampton, c'est le propriétaire terrien le plus influent de la région. Il a placé plusieurs espions au sein de ses ouvriers. D'après eux, Lovelace et ses comparses se réunissent secrètement sous le vieux sycomore du village. James Frampton a donc contacté le ministre de l'Intérieur, le gouvernement, pour discuter de la manière de mettre fin au mouvement. À cette époque, il était légal de faire partie d'un syndicat. Ils se sont rendus compte qu'il existait une loi obscure pour empêcher les mutineries dans la Royal Navy, la Mutiny Act, qui interdisait de prêter serment et le rendait donc illégal. Et les autorités savaient que tous les syndicalistes avaient prêté un serment de confidentialité. Les ouvriers de la Friendly Society of Agricultural Labourers sont arrêtés. Non pas pour s'être réunis entre syndiqués, mais pour avoir prêté un serment illégal. Ils sont conduits à la prison de Dorchester et vont devoir répondre de leur acte devant le tribunal de Shire Hall. Le procès était très intéressant, car le Shire Hall de Dorchester a été l'un des premiers palais de justice à disposer d'un banc dédié à la presse, aux journaux. Il s'agissait donc de l'un des tout premiers procès à être largement médiatisé. Les gens lisaient des articles à ce sujet dans tout le pays. Il y avait donc un intérêt populaire de masse. Mais George Lovelace était également un orateur très poétique. En tant que prédicateur laïque méthodiste, il prêchait le dimanche. Il savait donc comment gérer une foule. C'était une sorte de Nelson Mandela. Il avait une force intérieure. Malgré le charisme de Lovelace, la sentence tombe le 18 mars 1834 et elle est lourde. 7 ans de déportation en Australie pour travaux forcés pour chacun des 6 rebelles. Une vague de protestations se forme à travers tout le pays. Les 6 syndicalistes deviennent pour leur mouvement des martyrs, victimes sacrificielles d'une injustice. Le mouvement syndical naissant a été saisi de cette affaire et a su qu'il devait le soutenir pour survivre. Les syndicats ont donc formé ensemble un comité, le London Dorchester Committee, qui a collecté des fonds, mais a également fait campagne pour la liberté des martyrs. Et cela a abouti à un défilé accompagné de 100 000 personnes à travers Londres et à une pétition d'1 million de signatures. La pression populaire se maintient pendant près de 2 ans, soutenue par les réformateurs. Le gouvernement accorde finalement une grâce complète aux martyrs en 1836. Ils reviennent au pays en héros, icônes du mouvement syndical qui a continué à grandir en leur absence. L'affaire de Tolpuddle marque un changement dans le droit du travail, car ce qui s'est passé ici, c'est que l'attention que cela a attirée est devenue une source d'inspiration pour les politiciens, qui ont ensuite utilisé ce qui s'était passé ici pour faire pression en faveur de changements. Après cette affaire, rien n'était plus pareil. À Tolpuddle, les ouvriers agricoles ont creusé le sillon d'un syndicalisme naissant qui devra attendre la fin du 19e siècle pour peser réellement sur la politique anglaise. Il y en a qui sont bons sur le terrain et puis il y en a qui ont les bonnes réponses aux devinettes. Avez-vous trouvé pourquoi le match de foot opposant le club grec de Chios au turc d'Izmir est si particulier ? Eh bien parce que c'est le match le plus long de l'histoire du football. Il a démarré le 7 décembre 1930. 8 ans après la grande catastrophe de Smyrne, cette rencontre était on ne peut plus symbolique puisqu'elle marquait le rapprochement entre la Grèce et la Turquie. Mais à la 3e minute du jeu, une pluie diluvienne oblige l'arbitre à l'interrompre. Il faudra attendre 2014 pour que ce match soit reprogrammé. Le 10 mai 2014 donc, la partie reprend à la 3e minute, là où elle s'était arrêtée 84 ans plus tôt. Il ne me reste plus qu'à vous dire, bis bald.